Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de la HESSO Valais, de la Banque cantonale du Valais et de BizNet Valais, je vous souhaite la bienvenue ce soir pour parler d'une thématique qui nous concerne tous, vu que nous appartenons tous à une génération, le marketing générationnel. Alors pour m'accompagner ce soir, donc mon nom est Nathalie Sarrazin et je suis professeure de marketing à la HESSO Valais. Ce soir, j'aurai le plaisir d'accueillir Joël Vocat, responsable service client chez CXL10, Thermalt avec Olivier Foreau qui viendra nous présenter sa stratégie également, et la Banque cantonale du Valais qui viendra nous parler de chiffres sur le marché en fait valaisan. Alors ce soir, on peut se présenter en ayant des titres, mais on peut aussi se présenter en disant voilà, nous appartenons tous finalement à une génération. Alors la génération à laquelle j'appartiens, vous vous en doutez, hein, j'aurais de la peine à faire croire que je suis une Y, j'essaie de temps en temps mais ça marche plus beaucoup. Donc je suis de la génération des X comme beaucoup d'entre vous, et je vois qu'il y a beaucoup d'Y. Ouf, pas de Z, mais quelques baby boomers. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de génération? Parce que finalement, consommer impacte la dimension sociale et identitaire. Je crois qu'aujourd'hui vous êtes tous convaincus comme moi que lorsqu'on achète quelque chose, c'est finalement pas tellement pour l'utilité du produit que pour l'image qu'il va donner de nous-mêmes, que ce soit au niveau vestimentaire, au niveau des technologies, etc. Donc consommer, c'est une dimension sociale, et sociale signifie société. Donc c'est vraiment parce qu'on appartient à une société qu'on va pouvoir s'identifier avec des codes qui sont extrêmement précis dont on va parler tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui a changé finalement? Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de marketing générationnel? Finalement, on en a toujours parlé. Ce qui a peut-être changé maintenant, c'est qu'on a essayé d'identifier qu'est-ce qui était important et qu'est-ce qui allait changer pour le futur, ou qu'est-ce qu'on pouvait mettre ensemble comme génération pour mieux communiquer à ces cibles qui aujourd'hui s'appellent XYZ. Finalement, c'est pas très créatif si on y réfléchit. Alors qu'est-ce qui a changé? C'est l'espérance de vie qui a augmenté de manière considérable ces 30-40 dernières années. Aujourd'hui, pour une petite fille qui naît, elle a une espérance de vie qui dépasse les 84 ans. Les garçons un petit peu moins, mais je suis sûre que petit à petit, avec le comportement égalitaire, les filles auront des comportements aussi dangereux que les garçons, et puis on arrivera à la parité. On a des générations qui interagissent, ça veut dire qu'on devient de plus en plus vieux, ça c'est une réalité, mais la bonne nouvelle c'est qu'on devient de plus en plus vieux en grande forme. Ça veut dire que si au début du siècle, atteindre 50 ans, c'était un peu comme aujourd'hui atteindre 90 ans, aujourd'hui quand on a 50 ans, on est en pleine forme, on a plein de projets, on a l'avenir devant soi, et comme je vais vous le présenter tout à l'heure, on est dans une grande phase de liberté. Alors, segmenter au niveau générationnel, pourquoi est-ce qu'on le fait? Alors, je vais vous donner des bonnes et des mauvaises nouvelles peut-être ce soir. Une mauvaise nouvelle, c'est que finalement, on segmente, on fait une segmentation qui est différente, mais ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas quoi? Ça change qu'on aura différents types de segmentation. Les autres restent encore aujourd'hui d'actualité. On segmentait selon des critères sociodémographiques, selon des critères comportementaux. Finalement, on va segmenter selon des nouvelles formules. Ça veut dire qu'on va parler de tribus, on va parler d'ethnie, mais au final, ça reste toujours de la segmentation, donc ça reste toujours discutable. Après, quand on fait du marketing, si vous l'avez tous testé un jour, on doit faire des choix, et pourquoi pas prendre le choix du marketing générationnel. Alors la pyramide des âges, si on présente uniquement la pyramide de 2010, on aura de la peine à se rendre compte que c'est une pyramide. C'est pour ça que je suis revenue un petit peu en arrière au début du siècle passé, pour parler de la pyramide des âges en 1900. Alors du coup, ça donne moins envie. Hein. Moi, je trouve que quand on voit la pyramide des âges, on se dit ouais, on est pas mal maintenant. Si vous regardez où elle s'arrêtait, et si vous regardiez les tranches de population qui restaient, justement à partir de 50 ans, c'était pas terrible. Aujourd'hui, la pyramide des âges qu'on a, c'est plus une pyramide. Je veux dire, c'est un as de pique, ou je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. Toujours est-il qu'on voit ce gros élargissement au niveau des baby boomers, justement, et ce qu'on constate de plus en plus, c'est une baisse de la natalité. Ça veut dire que la pyramide, gentiment, elle est en train de se faire, mais à l'envers. Ça veut dire qu'on a de moins en moins de jeunes, de moins en moins d'enfants, mais une génération qui arrive gentiment à l'âge de la retraite, qui sont ces baby boomers, qu'il va falloir financer, et dont il va falloir trouver un moyen aussi de les occuper, parce que finalement, si les générations d'avant étaient d'accord de passer, je dirais, au grand âge, la génération des baby boomers, je ne suis pas persuadée qu'ils vont se comporter de la même façon que les autres. Ils ont été actifs, ils sont en pleine forme, et ils voudront faire encore beaucoup de choses à partir de 60 ans. On va les aider. Alors la démographie suisse, parce que quand on parle de génération, finalement, on doit revenir un peu aux fondamentaux. Ça, c'est une évolution sur les 40 dernières années de la population en Suisse. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Finalement, on remarque quelques évolutions. On remarque que toutes les tranches d'âge, donc vous voyez au fond, il y a les moins de 20 ans. Alors, cette tranche d'âge-là, malheureusement, elle diminue, mais sinon, toutes les autres catégories augmentent. Et on voit surtout une augmentation linéaire de la population. Si on revient aux années 1930,
Ils étaient 4 millions. Aujourd'hui, on a passé de la barre des 8 millions cet été. Et c'est vrai que quelque part, il va falloir trouver comment gérer ce défi démographique. Alors, 1970-2010, les moins de 20 ans, c'est la seule catégorie qui diminue. Malheureusement, parce que quelque part, c'est l'avenir. Et si on n'a pas d'avenir, quelque part, c'est aujourd'hui qu'on prépare notre avenir. C'est peut-être ça qu'il faut le dire. Les autres catégories augmentent. Donc, on a une augmentation chez les 20-64 ans qui est de l'ordre à peu près de 40%. Une augmentation chez les 60-79 ans qui est aussi dans ces ordres-là. Mais ce qui est spectaculaire, une augmentation de 236% chez les plus de 79 ans. Alors bon, j'ai peut-être encore une bonne nouvelle, c'est que finalement, dans cette salle, donc si on pose le bilan en 2010, les femmes auront une chance sur 3 de passer les 90 ans. Alors moi j'ai revu ça, puis je me suis dit, finalement une chance, je ne sais pas, il faudra voir dans quel état on sera. Quand on aura 90 ans, mais on aura déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on aura Internet, ce sera déjà un peu plus drôle que maintenant. Alors, le prisme générationnel, c'est quoi ? C'est simplement un éclairage qu'on peut apporter sur les générations, sur le marketing, si on regarde. Alors en gros, ça ne change rien, on étudie le comportement du consommateur, ça vous le connaissez tous, on a pris plein d'initiatives pour étudier ce comportement. Ce qui change, c'est qu'on va parler de l'âge et de la génération d'appartenance. Mais la problématique vient de ce que vous voyez là, c'est qu'en gros, il y a un âge où on est très fier d'annoncer 2 ans de plus, mais après il y a tous les autres âges où on est très fier d'annoncer 20 ans de moins. Donc la problématique, elle vient du fait qu'il y a un âge chronologique et il y a un âge subjectif. Et cet âge subjectif, à part chez les aides, ceux qui ont 12 ans, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chaque fois s'enlever quelques années. C'est là que je vais dire j'ai 25 ans. Et puis, ils vont croire vraiment qu'ils ont cet âge-là. Ils croiront qu'ils pourront faire les mêmes choses que les gens de cette catégorie-là. Ils vont consommer comme ces gens-là. Et finalement, nous qui leur adressons un message de marketing, l'âge chronologique, biologique nous importe peu. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on leur vende des produits pour la consommation qu'ils ont envie de faire. Voilà. Donc nous, on va s'intéresser à l'âge subjectif. Maintenant, vous voyez un peu la difficulté. Si je peux tous, avec un minimum d'enquête, trouver votre date de naissance effective, trouver l'âge que vous vous donnez, ça va être un peu plus difficile. Alors parfois vous l'avouez, sans le vouloir peut-être, mais souvent c'est quand même quelque chose qui est lié à votre comportement, votre expérience, votre vécu, et c'est assez difficile de s'en rendre compte. Donc cet âge subjectif, il nous ennuie un petit peu, parce que c'est une dimension qui est quand même assez difficile à apercevoir. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les générations, pour dire finalement, on appartient à une génération, de manière plus claire qu'on appartient à son âge. Alors on va segmenter, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc plutôt que de dire on a des générations qui se suivent, ça c'est la réalité, donc on a commencé les études un peu avant 1925, mais l'idée c'est de dire, et si on arrivait à grouper ces générations et à leur donner un message commun entre différentes générations, parce que finalement c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire du marketing intergénérationnel. Donc on a essayé de les regrouper par 2, vous voyez ces magnifiques âges. Donc on a les âges de dépendance qui sonnent super positifs quand on parle de l'enfance, qui sonnent moyens, on va dire, quand on parle de la vieillesse. Et c'est clair que là on parle des seniors, mais des seniors du grand âge, donc 80 ans et plus. C'est clair qu'en termes de marketing, quand on veut activer les 80 ans et plus, c'est relativement difficile. Pourquoi ? Ils sont ancrés dans une consommation, ou alors ils ne consomment plus. Donc voilà, je ne veux pas dire qu'on les laisse tomber. Même chose pour l'enfance, on ne va pas du tout les abandonner. C'est la démonstration que nous me fera M. Vocat tout à l'heure. Par contre, la génération des enfants, ces fameux Z, quelque part, ils ont un sacré changement de comportement par rapport à notre génération. Eux, ils sont nés, ils avaient une tablette tactile dans la main. Leur monitoring, c'était un smartphone, et avant même d'être nés, ils avaient pu être visionnés à travers le ventre de leur maman en 3 dimensions et sur un MP4. Donc franchement, cette génération-là va nous donner un peu de fil à retordre quand même quand on va l'analyser. La grande liberté, ça c'est peut-être le message que je vais donner, c'est que finalement, même si j'ai quitté la jeunesse tôt ou tard, je vais arriver à la retraite. Ouais, c'est peut-être plutôt tard que tôt d'ailleurs. Et puis finalement, c'est cette grande liberté de pouvoir tout faire. Quand on arrive à la retraite, on est jeune soixantenaire, et quelque part, on a le monde devant soi. Ça veut dire qu'on a un pouvoir d'achat. On a en principe une santé qui est encore pas comparable à ceux de 90 ans, et puis on a devant soi un choix de vie à faire. Alors parfois ça peut être angoissant, mais souvent c'est une opportunité extraordinaire, et surtout une opportunité de changer ses modes de consommation, parce que finalement, qu'est-ce qu'on reçoit à la retraite ? Du temps. Et ça, vous êtes d'accord qu'on serait presque tous d'accord d'en prendre un petit peu. Et puis l'âge de l'activité professionnelle, alors là, elle se divise en 2 parties.
avec une fracture au milieu qui est l'activité, la nidification où on commence à créer le nid, etc., à s'installer, et puis la maturité, ben c'est certainement là que je me trouve finalement, il faudra bien que je m'ouvre les yeux. Alors, on a 3 sortes de générations finalement. On a la génération généalogique. Alors celle-là, je dirais que c'est la traditionnelle, celle qu'on entend quand on dit je suis fils d'eux ou fille d'eux. J'ai moi-même des enfants, donc on voit bien les générations qui se succèdent. On a la génération au sens démographique, celle-ci c'est celle qui se déroule sur un siècle par exemple, et qui va nous faire appartenir à une génération parce que nous sommes nés une certaine année, qu'on le veuille ou pas. Et enfin la génération au sens socio-cognitif, c'est-à-dire qu'on appartient à une génération parce qu'on a vécu tous ensemble un événement traumatisant, exaltant, extraordinaire ou autre. Alors si je vous parle du 11 septembre 2001, je pense que vous y étiez, et je pense que tous vous vous rappelez ce que vous faisiez ce jour-là, parce que c'est un événement tellement frappant qu'il va s'ancrer dans votre mémoire. Il va s'ancrer dans la mémoire de toute une génération, avec des ressentis qui pourront être différents par contre de l'âge que vous aviez au moment de cet événement. Après, si je vous parle d'un événement un peu plus vieux, la chute du mur de Berlin, ben là déjà il y a la moitié de la salle qui ne l'a pas vécu cet événement. Mais par contre ceux qui l'ont vécu s'en souviennent de nouveau et se rappellent des événements en lien avec cet événement qui s'appelle un marqueur générationnel. Alors si on a 3 sortes de générations, mais on a 3 pratiques différentes de marketing, ça c'est les bonnes nouvelles, c'est que c'est assez cartésien. On a le marketing bien sûr intragénérationnel, donc intra à l'intérieur, ça veut dire que c'est un marketing qui va être spécifique pour une génération en particulier. Donc on va voir tout à l'heure les différentes générations pour voir comment est-ce qu'on peut communiquer à chacune de ces générations en fonction de ses spécificités. Ensuite, on a le marketing transgénérationnel, donc celui-là on le comprend aussi, c'est celui qui va traverser les générations. Donc ce marketing-là va s'appuyer sur l'affectif. En fait, on va faire aimer quelque chose et cet affect va traverser la génération des parents aux enfants, aux petits-enfants. Si je prends ma génération, ben, on était la génération Barbe à Papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on achète des livres Barbe à Papa, des t-shirts Barbe à Papa à nos enfants parce qu'on trouvait ça tellement sympa qu'on se dit après tout, Barbie dur, il était vraiment sympa. Mais par contre, les Barbapapas ont sauté la génération Y, ils doivent se dire un peu spécial. Ensuite, on a le marketing intergénérationnel. Alors celui-là, c'est aussi très intéressant, c'est celui qui va mettre ensemble 2 générations. Alors si je reprends le slide de tout à l'heure qui nous parlait de quels étaient les points communs entre les générations, on se dit pourquoi pas parler aux 2 âges de liberté selon le même langage pour présenter les mêmes produits. Finalement, ils pourraient être intéressés au même mode de consommation parce qu'ils se trouvent dans un même âge de consommation. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors voilà la timeline, j'allais dire, voilà, de nos générations. Alors la génération grandiose, rien que pour le nom, ça donnerait envie d'y appartenir. Donc ça, c'était les gens qui ont vécu avant 1925, ont été suivis par une génération terrible, la génération silencieuse. Et ce qu'on nous promet maintenant, c'est que la génération Z aura les mêmes comportements quasiment que la génération silencieuse. Alors je me dis, bah, quand je les vois les Z avec leur tablette tactile, leur téléphone, leur MP3, ils n'ont pas l'air franchement silencieux. Alors pourquoi est-ce qu'on peut les comparer? Et en quoi est-ce qu'on peut les comparer? C'est qu'eux aussi vivent dans une période de crise. Donc si vous regardez 1929, alors vous étiez non plus pas nés, mais enfin vous vous rappelez un peu ce que ça signifiait. Et quelque part, bah, cette génération-là qui arrive maintenant, ils sont nés en 2000, voilà, 1995 selon les sources, ça dépend un petit peu. Et puis, bah, ils ont vécu quasiment que des crises. Si vous regardez depuis, qu'est-ce qu'on a? On a les subprimes, on a la crise de l'euro, etc. L'Europe est en crise. Je veux dire, on ne leur donne pas un super message de confiance. Donc, ils auront certainement des comportements qui vont se rapprocher de cette génération silencieuse, même si, soyons clairs, les silencieux ont largement moins consommé sur une génération que les Z ces 10 premières années. Donc au niveau des âges ensuite, bah, ça dépend toujours des auteurs, donc c'est vrai que nous on se rapproche un petit peu de la culture française et de la littérature française parce que la génération est fortement imprégnée de la culture et de la localité, enfin du lieu où vous vous trouvez, et nous on est vraiment imprégnés de la culture française, donc 43 ça nous parle. Je me suis posé la question pourquoi pas 45, parce que finalement c'est de ça qu'on parle, on parle de l'après-guerre, mais il faut croire qu'il y avait quand même des optimistes en 43 qui estimaient qu'on allait s'en sortir. Donc la génération des baby-boomers 43-1960, voilà, alors après c'est clair que suivant les auteurs, on a 3-4 années de plus, 3-4 années de moins. Finalement c'est pas ça qui compte, si vous êtes à cheval sur une génération, prenez celle qui vous arrange, je veux dire c'est votre comportement qui va déterminer à laquelle vous appartenez. Donc les baby-boomers 1960-1980, ben, la génération X, j'essaierai de dire que je suis de 79. Et puis 1980-2000, la génération Y, il y en a énormément dans la salle et je les félicite d'être venus. On va voir un petit peu leur comportement qui différencie vraiment des X et il semblerait qu'ils nous prennent pour des bourreaux du travail qui passent notre vie à travailler, mais bon, j'ai pas trop l'impression que c'est toujours ça quand même. Et puis les Z, les Z ce seront nos enfants qui sont nés à partir des années 2000.
Donc on va pouvoir aussi travailler sur cette cible. Donc les marqueurs générationnels, finalement, je vous ai mis des années un peu bizarres, mais qui ne sont pas si bizarres que ça, si vous les regardez. 1925, 43, 68, 73, 89, plus elles se rapprochent de vous, plus elles doivent vous parler. J'ai parlé de 89, de 2001, 73, la crise pétrolière, 68, ça vous parle certainement aussi, et puis l'après-guerre. Donc voilà, plutôt que de parler simplement en termes de génération, on parle en termes de marqueurs générationnels. Un marqueur générationnel qui a dû plus marquer mai 68, mon papa qui est de 1948, que moi qui suis arrivé largement après. Voilà. Alors les premiers dont on va parler dans ce marketing intragénérationnel, donc c'est les baby boomers. Alors c'est toujours difficile de mettre une représentation sur une génération, pour la simple et bonne raison que ceux de la génération voudraient qu'on la mette avec 15 ans de moins, mais bon finalement ceux qui ont 15 ans de moins aimeraient bien quand même qu'on mette une photo à peu près correcte. Donc là, soyons clairs, c'est quelqu'un qui est né exactement en 1943. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur cette génération? On a eu cette augmentation remarquable des naissances, d'où le nom de la génération. On a des gens qui sont plutôt idéalistes et égocentriques, alors ça on pourra débattre tout à l'heure. Je pense que finalement de mettre des adjectifs comme ça sur une génération, c'est un peu lourd à porter pour ceux qui en font partie. Par contre, c'est une génération qui a vu ses biens, ses propriétés doubler de valeur au minimum durant sa vie. Alors ça, je vous promets que la génération X, on peut attendre, mais au prix où on achète l'immobilier, ça m'étonnerait que ça double ces 20 prochaines années. Et puis, surtout, c'est eux qui possèdent la plus grande partie des valeurs. Alors, valeurs immobilières, patrimoniales, etc. Donc, finalement, c'est une génération que nous, les X, on envie beaucoup, parce qu'ils ont la vie un petit peu facile, ils n'avaient pas la problématique de l'emploi, enfin, ils étaient relativement bien. Ils avaient un patron pour toute la vie qui les aimait, etc. C'était la belle époque. Enfin, ils n'étaient pas obligés de les aimer, déjà, de les employer, c'était déjà bien. Les fameux X, alors là, il y a peut-être deux éléments qui sont en adéquation, c'est l'accès des femmes à la formation et l'augmentation des divorces. Alors voilà, c'est pas moi qui les ai choisis spécifiquement, ces marqueurs, mais ils sont là. Ça veut dire que soudain, on a vu plus de femmes accéder à la formation au niveau secondaire et tertiaire, et puis parallèlement, l'augmentation des divorces. Alors, bonne nouvelle ou pas, les divorces n'ont pas cessé d'augmenter. Voilà. Les mariages non plus, il faut croire on y croit encore. Et puis on a vu la démocratisation du PC au sens personnel. Ça veut dire qu'on a tous eu, soudain, on a passé de rien et on a soudain eu un ordinateur à soi. Alors d'abord il était gros et il ne bougeait pas, il avait un gros écran, on expliquera ça à nos petits-enfants. Et puis après ils sont devenus portables, ils sont devenus mobiles, mais on a vu toute cette évolution. Le premier ordinateur dont je me souviens, il se branchait sur la télé avec un lecteur cassette à côté, franchement ça paraît un petit peu dinosaure maintenant. On a vu la guerre froide, ça c'était pas drôle, mais on a vu la fin de la guerre froide, ça c'était plus sympa. Et puis alors on nous dit, en conflit avec les Y qu'on comprend pas, parce que eux ils se permettent de faire passer leur vie privée avant leur vie professionnelle, etc. Mais finalement, moi je trouve qu'on les aime bien les Y. Ils sont là. Alors les Y, c'est ceux qui ont le rapport à l'argent le plus particulier. C'est-à-dire que c'est ceux qui, à l'âge comparé, gagnent le plus d'argent, mais c'est ceux qui sont le plus endettés parce que ceux qui en dépassent le plus. Alors je pense que les X ont du travail à faire pour leur expliquer comment gérer, parce que finalement nous on en gagnait moins, mais on en avait plus au final, donc il y a quand même un truc à travailler autour de l'argent. Les Y sont en principe autocritiques, même critiques tout court on peut dire, mais par contre ils sont assez indulgents avec eux-mêmes. Ils s'aiment bien et puis finalement ils sont assez contents de ce qu'ils sont et d'où ils en sont. Et ils considèrent que la vie privée il doit être au même échelon que la vie professionnelle. Ils ne feront jamais passer leur vie privée après la vie professionnelle. Et les choix qu'ils auront à faire, c'est de mener les deux. Et ce qu'ils vont essayer de rechercher à travers leurs deux vies, qui finalement sont quand même bien parallèles, c'est la recherche du bonheur. Un espèce d'hédonisme comme ça. Ils vont toujours essayer d'être heureux. Alors je me réjouis de voir ce que ça va donner dans 30 ans. On cherche tous à être heureux. Hein. Moi je pense les baby boomers aussi. Eux ont grandi avec Internet, donc comme ils sont nés, je reviens en arrière, donc dans les années 80, ils commençaient à naître, dans les années 2000, ils ont arrêté de naître. Internet, ça arrivait à peu près dans quelles années? Alors moi, quand je dis 1974, je me dis, ouais, mais enfin là, il y en avait deux qui savaient au monde qu'Internet existait, c'est juste après la démocratisation, il faut parler à partir de 1995, 1997. Donc c'est vrai qu'ils ont commencé à grandir avec ça, mais en 1997, les premiers avaient déjà 17 ans, ça veut dire qu'ils ne sont pas nés. Enfin, il y a deux écoles qui parlent des digital natives pour les Y, moi je préfère les utiliser pour les Z en disant qu'ils ne sont pas nés avec Internet, mais par contre quand ils étaient dans leur phase d'enfance et d'adolescence, Internet s'est démocratisé, ça c'est sûr. Et puis bien sûr qu'ils communiquent plus par le mail, qui est resté pour les X, mais par SMS et Facebook. J'ai mis Facebook pour ne pas mettre toute la litanie des réseaux sociaux auxquels appartiennent les Y, mais enfin l'idée c'est qu'on est dans le message direct, instantané, et pas dans la relation non simultanée. Et les Z, alors les Z c'est les tout jeunes, hein. Les plus vieux ils ont 12 ans,
Donc qu'est-ce qui deviennent ces aides? Quelque part, c'est les vrais digitaux. J'avais une magnifique image où on voyait le bébé dans le ventre de sa maman avec un smartphone en disant « écoute-moi maman, j'ai quelque chose à te dire », mais c'était un peu ça. Donc eux, la mobilité et l'Internet, c'est quelque chose de normal. Ils ne peuvent pas comprendre, moi je pense qu'un jour ils ne comprendront pas qu'on paye les communications. Donc ça c'est un truc qui les dépasse un petit peu. Finalement ils sont toujours connectés et je vais vous montrer tout à l'heure un exemple d'Animanca. Je ne sais pas si vous avez pu échapper à la stratégie marketing de Migros, mais pour vous montrer que finalement quand on parle aux aides, on parle au smartphone de leur maman, de leur papa. Donc ils communiquent, ces aides, ils sont silencieux mais ils communiquent beaucoup, ils collaborent, c'est une génération collaborative, ils sont créatifs, donc ils vont tous se mettre ensemble pour arriver à quelque chose, et puis ils sont connectés bien évidemment. Ils n'ont pas connu de vie sans technologie. Moi je pense que quand on essaiera de les projeter dans une vie où il n'y avait pas de MP3, où il n'y avait pas de smartphone, où il n'y avait pas d'internet, où il n'y avait pas d'ordinateur, ils me diront non mais c'est... Enfin, ils ne peuvent pas envisager ça étant donné qu'ils n'ont pas connu ce monde-là. Et puis ma bonne nouvelle, c'est que heureusement pour eux, ils s'épanouissent quand même, mais dans l'ambiguïté et l'incertitude de cette période de crise que nous vivons actuellement. Alors ça, c'est l'Animanca, c'est le premier réseau social peut-être de nos petits Suisses romands, pour pas dire valaisans. Donc on est d'accord qu'avant 13 ans, donc ils n'ont pas 13 ans vu qu'ils sont nés en 2000 et quelques, on n'a pas le droit de se connecter à Facebook. Donc le droit, c'est clair que c'est les chartes d'éthique de Facebook. Après, le droit légal, on pourrait disserter là-dessus toute une soirée. Mais enfin, logiquement, on ne devrait pas avoir d'enfants de moins de 13 ans sur Facebook. La réalité, c'est que 47% des 11-13 ans ont un compte. Donc là, je sais pas, je m'en remets aux parents, je pense que c'est les parents qui gèrent ça. Et c'est de dire que même s'ils ne sont pas sur Facebook, qui est un petit peu, je dirais, gros pour eux à gérer, ils sont déjà sur des réseaux sociaux. Si vous regardez derrière moi, vous voyez Mobile App, c'est une application mobile qu'a développée la Migros, non pas pour les mamans qui franchement aiment beaucoup les dinosaures et trouvent génial le T-Rex, mais bien pour les enfants qui vont se créer leur réseau social avec leurs amis dans la vraie vie, un peu comme Facebook. Vous allez d'abord vous connecter aux gens que vous connaissez, qui vont échanger leurs dinosaures qui ressemblent à ces petits boîte d'allumettes en carton, on va dire ça comme en bois. Mais par contre, ça va leur permettre de se connecter avec des autres collectionneurs dans la sphère, alors suisse romande, vu que c'est sélectionné par langue, pour jouer avec eux et pour vivre des aventures. Donc quelque part, même si ce n'est pas un vrai réseau social au sens Facebook, et certainement qui va se terminer avec la campagne marketing de Migros, c'est déjà leur premier réseau social. Alors j'ai pris celui-là, Lego elle-même, Playmobil elle-même, Barbie elle-même, je veux dire, faites le tour. Tous ont un site internet collaboratif, tous ont une application, et vous pouvez jouer en ligne avec tous ces jouets qui, dans notre vie à nous, étaient des vrais jouets. Voilà. Deuxième grande partie, donc ça c'était le marketing intra-générationnel pour voir comment est-ce qu'on communiquait à l'intérieur d'une génération et quelles étaient un petit peu les tendances de la génération. Reste maintenant le marketing transgénérationnel, donc celui qui nous fait aimer. Et je crois que là on a tous eu la main sur le cœur, mon Dieu, Knie, Franco, Freddy et compagnie. Donc c'est du vrai marketing transgénérationnel. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à tout le monde de la même façon, on a toujours le même message, mais eux nous font passer ce message transgénérationnel en mettant systématiquement les différentes générations de Knie à l'intérieur de leur spectacle. Et quelque part vous pouvez tous aller au cirque. Je regarde, hein, oui, c'est tout bon. Et vous aurez un CNI de votre génération qui sera dans le spectacle. C'est quand même formidable, ça veut dire qu'ils ont réussi à faire passer un message des grands-parents aux enfants, aux petits-enfants, et quelque part, aller au cirque, c'est une dimension extrêmement importante, en tout cas, dans notre pays. Et on ne va pas au cirque, on va au cirque CNI, s'il vous plaît. D'autres exemples, alors j'ai essayé de prendre des exemples suisses. Alors le meilleur exemple qu'on cite partout, dans toutes les littératures, c'est le Nutella. Moi je laisse tomber avec l'huile de palme et tout, c'est vraiment venu un produit, je veux dire, à la limite on empoisonne nos enfants avec ce truc. Mais nous on a le parfait en Suisse, hein, on a de la chance, on a eu des générations de parfaits. Alors déjà les générations sont parfaites, on mange du parfait, franchement, il y a un petit côté comme ça égocentrique qui doit parler aux baby boomers. Et le parfait a trouvé un truc génial, c'est la e-tartine. Alors je suis sûre que vous avez tous fait ça une fois, c'est de mettre une bonne couche de parfait puis d'écrire dedans quelque chose. Mais maintenant vous pouvez le faire de manière électronique et vous l'envoyer, si ça vous fait plaisir, vous pouvez aller sur le site du parfait. Donc le parfait a traversé les générations comme ça pour vous porter un message très suisse. Et même chose pour Ovomaltine, mais maintenant Ovomaltine ça sent un petit peu moins la Suisse quand même si Didier Cuche porte haut les couleurs orange. Dernière stratégie marketing possible,
c'est le marketing intergénérationnel. Alors cette fois, on essaie de parler à 2 générations. Là, j'espère que Bernard Russi n'est pas dans la salle, hein, mais on va parler à 2 générations de la même façon. Alors une fois ici, on voit un baby boomers et on voit parallèlement une génération Y. Alors ce visuel est très sympathique parce que quelque part, même dans la pub télé, on se rend compte qu'il y a une petite relation semi-amoureuse, mais il y a quand même une bonne génération qui les sépare, c'est les X. Donc on voit que 40 ans, ça fait quand même un bon écart pour s'imaginer dans cette situation-là. Toujours est-il que, qu'est-ce qu'on vous montre ici? On vous montre les grandes libertés, les jeunes et les retraités. Et puis l'idée, c'est de faire passer même produit, avec des prix différents, etc., mais même campagne marketing pour dire, voilà, on a transcendé la problématique de la communication en parlant idémement, il ne doit pas exister ce mot, à 2 générations. Même chose ici, vous voyez Yannick Noah et son fils qui ont communiqué, alors ça date déjà de 2010, mais une campagne extraordinaire avec une dizaine de films en buzz où on voyait Yannick Noah qui parlait à son fils, enfin à 2 de ses fils, pour expliquer, alors il disait, oui mais tu vois dans la famille il y en a qui font du tennis, il y en a qui font du basket, et toi tu veux faire quoi? Puis il dit, moi je veux faire des études, puis il dit, non mais quand même, il peut pas rater sa vie ce petit, il faut faire quelque chose. Alors c'était un peu sur cette thématique, en disant voilà, on avait 3 générations de Noah, et puis en fait qui portent les mêmes habits. Donc l'idée c'est toujours là, c'est qu'on a le même produit, on fait une communication commune, mais on s'adresse à 2 générations. Donc la génération de Yannick Noah, je les laisserai se reconnaître, et la génération de son fils basketteur, et c'est vrai que les mêmes habits, le même message publicitaire, mais intergénérationnel. Idem en bas, c'est une compagnie de vêtements française en fait qui nous montre la même démarche. Donc une mère, une fille, on communique sur les mêmes produits avec le même message, mais par contre on voit clairement qu'il y a 2 générations qui sont en présence. Et puis le trophée BNP Paribas qui là permet de faire des duos familiaux, alors père-fils, mère-fille, oncle, neveu, etc. Mais l'idée c'est d'avoir 2 générations, grand-père, petit-fils, 2 générations ensemble pour faire un duo, pour ensuite aller affronter d'autres tandems familiaux. Donc ça c'est toute la communication qui se fait intergénérationnelle, donc on communique ensemble à une même cible pour avoir le même objectif de communication. Donc si on le fait ensemble, c'est aussi bien de prendre les générations qui ont les mêmes valeurs, d'où l'idée de trancher liberté, etc. Voilà, alors en conclusion, que dire sinon ne vieillissez pas trop vite. Donc j'ai essayé de faire un petit tour assez rapide, assez soutenu de la littérature. Là je remercie nos collègues françaises, Madame de Koopman et Jenny Ma, qui ont beaucoup travaillé sur le domaine du marketing générationnel et qui le font bien avancer avec des grandes marques françaises. Et c'est vrai que ça nous permet aussi, à nous Suisses, romans, qui n'avons pas tout à fait le même comportement de consommation que les Suisses allemands, d'avoir un regard sur nos générations. Donc que dire sinon ne vieillissez pas trop vite. N'oubliez pas de vous enlever une bonne quinzaine d'années, et ce qu'il faut savoir dans les générations, c'est que plus on vieillit, plus on s'enlève très très volontiers des années. Donc n'hésitez pas, de toute façon personne ne vous demandera votre carte d'identité. Voilà. Alors avec ça se termine la première partie de notre soirée, c'est-à-dire le cadre, je dirais, scientifique, si on ose dire ça comme ça. Et puis je vais passer la parole directement à Joël Vocat, qui va venir nous présenter sa stratégie orienté sur la génération Z, à savoir que le groupe Seik Télédis, vous le connaissez tous, qui commercialise des produits multimédia, donc la génération Z est bien sûr une de leurs cibles, mais c'est pas pour ça qu'il a essayé de communiquer à cette cible.